Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour les pros de l'écho. Nous sommes en pleine semaine mondiale de l'entrepreneuriat et à quelques jours seulement du sommet africain des startups en Algérie. L'occasion pour nous et pour vous de sonder une nouvelle fois ce secteur, véritable phénomène économique du monde contemporain, l'entrepreneuriat et son cortège de digressions, start-up, boîte ou encore innovation. Nous parlons désormais d'un véritable business qui séduit de plus en plus de monde grâce à ses connotations d'indépendance, création et changement. Existe-t-il justement un prototype parfait de l'entrepreneur modèle et comment appréhender le facteur risque lorsque l'on décide de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale? Est-ce que l'entrepreneuriat peut remodeler la face de l'économie mondiale en proie aux transformations? Nous allons tenter d'apporter des réponses à toutes ces questions et à bien d'autres avec nos invités du soir. Comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Allez, sans plus tarder, je vais m'empresser de vous présenter nos invités pour ce soir. À commencer par vous, Taoufir Bouguettaya. Vous êtes entrepreneur et fondateur du réseau algérien Raise. Vous allez nous expliquer ce que c'est dans un instant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Très bien. Rami Zemouchi, conseiller en start-up, ingénieur et entrepreneur, est également avec nous en direct depuis Constantine. Bonsoir Ramzi, merci d'être avec nous. Bonsoir Khardin, ravi encore une fois d'être aujourd'hui avec vous. Et c'est Rami, je corrige très souvent les gens. Merci pour la précision. Docteur Leila Chentouf, docteur en économie, enseignante à la Swiss School of Management, et quant à elle en direct avec nous depuis Genève. Madame, merci d'avoir accepté notre invitation également. Merci pour l'invitation et bonsoir à tout le monde. Merci, nous allons donc sans plus tarder commencer ce débat directement, sans transition, avec vous, Taoufir Bouguettaya. Qui est l'entrepreneur? Quelle définition lui donneriez-vous et quel est son rôle dans l'économie de demain? À première vue, je dirais que l'entrepreneur, c'est la personne qui est prête à prendre les risques sociétaux de demain. C'est les personnes qui sont aujourd'hui, qui pensent et qui croient aux solutions pour répondre à des problématiques, à des besoins, qui sont prêts à prendre les risques par leur propre personne, pour apporter des solutions. Très bien, merci Taoufir Bouguettaya. Même question pour vous, Rami Zemouchi. Qui est selon vous l'entrepreneur? Quelle définition vous lui donnerez et quel serait son rôle dans l'économie de demain? Moi, je crois que l'entrepreneur, c'est celui qui prend des risques, c'est celui qui fait pousser les choses en avant, c'est celui qui a the skin in the game, comme on aime dire. Oui. Et le défi de demain, c'est quelqu'un qui, parfois, il trouve des besoins pour lesquels il y a des solutions, ou parfois, il anticipe, ou il crée un besoin qui peut être intéressant et qui peut faire avancer les choses. Docteur Leila Chentouf, même question pour vous. Qui est l'entrepreneur selon vous? Quelle définition lui donneriez-vous? Quel est son rôle dans l'économie de demain, mais aussi d'aujourd'hui? Une question intéressante pour commencer ce débat très intéressant autour de la technologie numérique. L'entrepreneur est comme disaient nos invités, vos invités aussi, c'est un preneur de risque. C'est quelqu'un qui prend un risque avec son capital. Il engage son capital pour l'investissement. Il peut aussi avoir un crédit auprès d'une banque. En tous les cas, dans tous les cas, il assume un risque important. Si on revient aux origines de la définition de l'activité ou du statut d'entrepreneur, on peut citer Schumpeter qui disait que l'entrepreneur est un pilier du capitalisme. Il nous permet de créer, d'innover et il l'a inscrit bien entendu dans la dynamique que Schumpeter appelle la dynamique de la création destructive. Donc tout au long d'un circuit économique, l'entrepreneur apporte son input à la société en termes de création d'emplois et aussi de création de richesses. Merci, docteur Chentouf. Taoufir Bouguettaya, alors, quelles sont les tendances clés en matière d'entrepreneuriat en 2024 On en imagine avec l'avènement de l'IA, donc l'intelligence artificielle, le paysage entrepreneurial
lui aussi, va subir une transformation radicale, n'est-ce pas? Tout à fait. On est aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, sur une technologie de rupture. Oui. Et comme chaque technologie de rupture, on arrive à avoir des nouveaux acteurs économiques qui arrivent, qui s'imposent, qui font force. Et en ce qui concerne l'IA, c'est une technologie, une économie en soi, mais c'est aussi un acteur économique au sein des entreprises lorsqu'il est bien intégré pour faire des gains de productivité, des gains au niveau de la gestion ou bien pour éviter certaines pertes. Donc voilà. Très bien, oui. Donc dans le paysage entrepreneurial, pour dire que ça va subir une transformation radicale, je pense qu'on l'a subi déjà. On l'a subi déjà. On l'a subi déjà, l'impact est déjà flagrant dans toutes les technologies qu'on peut voir en termes d'intelligence artificielle. Ça agit au niveau de la publicité, ça agit au niveau des objets connectés qu'on utilise, ça agit au niveau des médias, dans votre travail de tous les jours. On arrive à remonter des données de manière très rapide, efficace, qui sont réelles. En productivité, on arrive à produire via l'IA. Donc je pense qu'on est clairement dans une transformation radicale, comme vous le dites. Ramiz Mouchi, transformation radicale notamment à cause de cette intelligence artificielle qui promet de tout bousculer dans le secteur de l'entrepreneuriat, selon vous? Oui, totalement. D'ailleurs, j'aime quoter des gens et comme dit Sam Altman, que la $1 billion company with one person is almost there. C'est-à-dire que très bientôt, on pourra avoir une licorne, donc une entreprise qui est valorisée à plus d'1 milliard de dollars, avec une seule personne. Et cela, c'est grâce à l'intelligence artificielle et la capacité d'une seule personne à s'assister ou être assisté par l'intelligence artificielle pour avancer, pour faire des choses extraordinaires. Je crois aussi que si on fait, il y a 1400 licornes dans le monde, la moyenne d'années pour arriver à une licorne en 2015 était de 7 ans, actuellement c'est en 4 ans. Je me demande dans quelques années combien ça va être et que tous ces outils-là, comme avait mentionné Théophile, permettent à une personne ou quelques personnes de maîtriser ou de gagner beaucoup en termes de productivité via, par exemple, pour trouver des produits, par exemple, trouver les produits nécessaires devient de plus en plus simple via l'IA, les coder et les développer aussi via des outils comme le no-code par exemple, ou via des outils qui rendent le développement, notamment pour les développeurs qui maintenant gagnent beaucoup en productivité pour avoir un code plus clean, pour avoir des produits plus performants et permettre un petit peu de faire avancer les choses plus rapidement, et aussi sur la partie marketing, content creation, etc. Donc ce qui autrefois prenait beaucoup de temps et nécessitait beaucoup de compétences qui sont généralement très variées, qui coûtent beaucoup d'argent et qui doivent être là dans une entreprise, dans une start-up, maintenant peuvent être pas remplacés, mais on peut être assisté par certains outils IA qui permettent de créer des entreprises et d'arriver à un certain niveau de maturité très rapidement. Et ça va changer énormément la donne pour demain. D'ailleurs, c'est déjà le cas en voyant qu'il y a un grand nombre d'entrepreneurs qui se basent sur des outils IA et qui sachent surtout comment l'utiliser. Parce qu'après, on va parler peut-être quand on avancera dans le débat que ces outils-là sont accessibles à tout le monde et que savoir les utiliser sera le challenge des années à venir et des décennies à venir. Très bien, Ramiz Mouchi, professeur ou docteur Chentouf, l'entrepreneuriat et ce que le fameux adage, quand on veut, on peut, s'applique à l'entrepreneur, ou est-ce plutôt quand on peut, on veut? Oui, on a tendance, comme professeur et aussi expert, de dire à la jeunesse, si vous voulez, aux étudiants à l'université, que l'entrepreneuriat est le futur de l'économie et quand on veut, on peut. Mais quand on va dans la réalité des choses, on va sur le terrain et on observe un petit peu les dynamiques de création d'entreprise, on comprend que il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir développer un business, il faut avoir de l'agilité, il faut avoir de la technicité, il faut avoir de la compréhension du marché. Il ne suffit pas, comme moi je le dis souvent, d'avoir une idée brillante pour lancer un projet d'investissement, mais il faut aussi tout ce qui entoure le projet avant son lancement, c'est-à-dire la compréhension du marché, la compréhension du comportement du consommateur sur le marché, la réglementation, tout ce qui concerne
les taxes, la fiscalité, la régulation au niveau macroéconomique, au niveau sur le marché international s'il s'agit d'une entreprise qui exporte le produit sur le marché international. Donc, vouloir ne suffit pas. Raison pour laquelle, et je pense qu'on va aborder le sujet plus tard, l'investissement dans le capital humain, doter ces personnes-là d'un capital humain de compréhension et des connaissances permettra bien entendu de pouvoir et vouloir en même temps. Taoufik, être entrepreneur, c'est plutôt quand on veut, on peut, ou quand on peut, on veut, ou les deux, pourquoi pas? Je crois qu'en tant qu'entrepreneur, chacun a son cheminement. Il y a l'histoire, comme on dit, du ressenti, mais il y a aussi les réalités du terrain. Oui. Quand on veut, on peut. Ça veut dire qu'on a une volonté d'avoir un impact, s'il y a une finalité qui est là. Et ensuite, quand on peut, on veut, ça peut être le déclencheur. Quand on a le sentiment de pouvoir, on veut le faire. Si on ne sent pas qu'on peut y arriver, on ne se lancera jamais. Un entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un qui croit en soi-même, parce que pour se lancer, ça demande tellement d'étapes. Et les réalités de marché font qu'en général, on ne sait pas réellement de manière sûre. Ça demande tellement de paramètres. Le cheminement pour la réussite, il est tellement long. Il y a tellement d'échecs. On parle beaucoup de success story, mais il y a aussi beaucoup d'échecs. Je pense que chacun a son cheminement, chacun a sa raison. Il y a les déclencheurs, il y a la raison pour laquelle on veut y aller. Et puis, je pense que les deux s'appliquent. Rami Zemmochi, il existe une image de marque de l'entrepreneuriat. Elle a longtemps été véhiculée, vous le savez, par la Silicon Valley et certaines success stories à l'image de celle de Steve Jobs dans son garage ou encore de Mark Zuckerberg dans sa chambre d'étudiant. Mais l'on a l'impression que l'entrepreneuriat, eh bien, c'est surtout ce que ces histoires ne racontent pas. Est-ce que d'un point de vue philosophique et économique, l'entrepreneuriat peut prendre la forme la plus aboutie du libéralisme, justement? Ouais, c'est une question, comme tu l'as dit, Radin, philosophique aussi. Hein. Oui. Je crois que l'image qui a été donnée, notamment quand on parle de Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, généralement, c'est des gens qui ont eu des parcours assez différents, mais on voit toujours qu'il y avait cette histoire inspirante qui est racontée tout au long des défis rencontrés et du développement, que ce soit du marché, du produit et de ces individus-là. Moi, je crois que ces histoires-là, peut-être qu'on raconte souvent les success stories, comme a dit Taoufik, mais il faut noter que 80% par exemple des startups meurent ne passent pas la première année. 5 premières années. Et 90 déjà disparaissent maximum au bout de 5 ans. Ce qui est intéressant, c'est que la culture de l'échec aussi, qui dans certains pays est beaucoup plus développée que d'autres. Si vous allez aux États-Unis, quand vous allez lever des fonds et vous dites I am a second or third time founder, et ça veut dire que vous avez raté, vous avez fait un exit. Mais si vous dites que you failed, on va vous dire OK, what went wrong, pourquoi, etc. Et ça, c'est perçu comme une expérience et donc c'est perçu comme un avantage. Dans d'autres pays, c'est totalement le contraire. Il y a même des restrictions parfois pour des entrepreneurs qui ont fait faillite pour avoir des financements ou des prêts bancaires, etc. Et donc, shaming, parfois, peut faire que certains écosystèmes se développent d'une manière différente que d'autres. Et je pense que c'est le plus grand atout que possèdent des pays comme les États-Unis, où la culture de l'échec fait partie de la culture de l'entrepreneuriat et que it's fine. Il y a plein d'entreprises qui ont été faites par des founders qui ont fait ça en second time ou third time. Et donc, ils se sont vus... Ils n'ont pas réussi une première expérience, ils ont accumulé énormément de knowledge et qui ont su l'utiliser pour réussir. Et je crois que ça fait partie des choses qu'on souhaiterait intégrer dans notre culture, notamment en Algérie, de dire que it's fine if you fail, you need to do de faire ce qui... Rami Zemmochi, est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Très bien, docteur Chentouf. Même question peut-être au vu de la définition qu'on donne généralement et globalement à l'entrepreneuriat. Est-ce que d'un point de vue philosophique, épistémologique et surtout économique, l'entrepreneuriat peut prendre la forme la plus aboutie du libéralisme tel que nous le connaissons? L'entrepreneuriat fait partie du système du capitalisme, comme je l'avais dit auparavant. C'est le pilier de l'économie de marché.
Ceci dit, parler d'une économie totalement libérale, moi je ne pense pas, dans le sens où l'entrepreneur, dans son activité de business et d'investissement, compose avec un système de réglementation et un cadre institutionnel. Donc il est obligé de composer avec l'action du policymaker, ou ce qu'on appelle le gouvernement ou l'autorité publique. Oui. Donc, chacun a son rôle, en fait, dans l'économie. L'entrepreneur, sur la base d'une idée intéressante, brillante, qui peut exister dans un marché domestique ou international, peut lancer une affaire et assumer un risque propre à son affaire. Et puis, l'autorité publique, de son côté, est là pour proposer une régulation qui permet de soulager les entreprises naissantes, de permettre aux entrepreneurs de lancer leur business ou leur projet d'investissement sans trop d'entraves ou obstacles. Je pense principalement à tout ce qui relève de la fiscalité. Donc, chacun a son rôle dans une économie qu'on appelle une économie de marché, où on a besoin des deux. On a besoin de l'entrepreneur dans son rôle le plus total d'assumer des risques et de créer de l'innovation et de la richesse, et du régulateur qui a la responsabilité de proposer une régulation qu'on appelle efficiente au service de l'économie. Très bien, merci Dr Chentouf. Taoufir, je reviens vers vous. Alors, derrière le terme entrepreneur se cache tout un symbole, tout un ensemble de symboles, nourris encore une fois par cette image peut-être stéréotypée, projetée de l'entrepreneuriat dans l'économie mondiale, et cette idée selon laquelle l'entrepreneur est d'abord privé et donc sa forme est non étatique. Or, il se trouve que l'État est en soi un entrepreneur, c'est le premier des entrepreneurs. Quelle est la relation entre ces deux composantes d'un système économique mondial qui se veut de plus en plus hétéroclite? Vous avez tout à fait raison quand vous dites que l'État est le premier entrepreneur. Il est là pour poser un cadre, il est là pour investir dans ses talents, il est là pour investir dans toutes les infrastructures et tous les moyens nécessaires qui permettront aux entrepreneurs de prendre l'initiative, d'avoir le courage, de poser un cadre, de les sécuriser, sachant qu'ils partent déjà dans un monde très risqué. Ensuite, en ce qui concerne l'entrepreneur individuel, il doit avoir certaines libertés, il a une certaine fougue, il veut aller chercher un impact économique en premier lieu, mais il a aussi une responsabilité sociétale. Et dans cette responsabilité sociétale, il y a un État pour réguler. Je vais prendre l'exemple, par exemple, d'Uber au niveau mondial, qui ont créé quelque chose de à la fois magnifique et également qui a chamboulé un petit peu les économies et qui a également chamboulé certains domaines d'activité. Ils ont commencé par les activités de transport de personnes en chamboulant le marché du transport de personnes. Ils ont créé également ce qu'on appelle l'ubérisation, c'est-à-dire la centralisation des marchés, un phénomène qui a à la fois permis de donner du travail à des gens qui n'avaient pas de travail et qui n'avaient pas forcément de solution. Oui, mais qui a en même temps travesti, peut-être d'une certaine manière, le sens véritable de ce qu'est l'entrepreneuriat. J'allais en venir. Il a poussé beaucoup de gens à faire de l'entrepreneuriat. Ils ont créé une économie de l'entrepreneuriat. Mais en revanche, ils ont eu dans certains pays des impacts aussi négatifs qu'il a fallu réguler par les États. C'est-à-dire qu'il y avait également des gens qui vivaient de leur métier, qui étaient des taxis. Il y avait également des sociétés qui en ont profité pour faire du travail un petit peu, du salariat dissimulé. Et ça, c'était le rôle de l'État qu'ont eu les États pour réguler et transformer tout ça avec des processus de négociation. Et on en est venu au monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont commencé dans le monde occidental, mais maintenant ça nous touche également aujourd'hui, car notre plus grosse start-up ici en Algérie, qui a levé le plus gros fonds, c'est Yassir. Oui. C'est une start-up complètement dans l'ubérisation, et ce n'est pas un impact qui a eu lieu à un moment T et qui a eu un effet de mode, ça a complètement conditionné nos sociétés à l'échelle mondiale. Très bien. Ramiz Mouchi, justement, cet aspect de l'ubérisation, en quelque sorte, de l'entrepreneuriat et de l'économie, a poussé peut-être certains pays à vouloir faire de l'entrepreneuriat une forme qui permet de créer ce qu'on appelle des emplois précaires et qui a donné naissance dans certains pays, comme en France par exemple, au statut auto-entrepreneur, car l'ubérisation de l'économie a brassé beaucoup d'emplois. Les jeunes, notamment les étudiants, se tournaient vers cette forme
d'emploi qui est facile, loin du carcan administratif. Comment faire le lien entre ce qu'est véritablement l'entrepreneuriat et cette forme minimisée peut-être que l'on retrouve dans ces modèles Uber de l'économie? Ouais, alors c'est très intéressant comme question. Khaled, justement, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et pour commencer, il faut dire que déjà, l'immense majorité des innovations ont été lancées par des entrepreneurs et donc par le privé. C'est très bien de le dire parce que la majorité des technologies qui ont été disruptives sont venues du privé. Mais il faut aussi noter que, d'ailleurs, j'en parle souvent, il faut lire le livre de Maria Muscato qui s'appelle The Entrepreneurial State. Donc, c'est l'État entrepreneur, dans lequel elle dit qu'une bonne majorité de ces innovations que nous on voit, et elle prend par exemple plusieurs exemples dans l'iPhone, qui paraissent à première vue comme étant une innovation totalement privée, ce qui est un peu le cas, parce que faire un écran, faire toutes les technologies qu'on a vues, mais il y a derrière l'État qui a financé, qui a accompagné, qui a facilité, qui a fait une bonne partie du travail qu'on ne voit pas et que parfois on ignore et qu'on jump to conclusions, c'est-à-dire on saute aux conclusions en disant que oui, ce n'est que le privé. Le rôle de l'État est extrêmement important dans le développement d'abord de ces innovations et de ces technologies et que dans plusieurs pays, les politiques publiques d'innovation, les PPI là, ont permis aux entrepreneurs privés d'innover et de prendre le risque. Évidemment, l'État aussi a pris le risque. Et en Algérie aussi, hein, on peut le voir avec le fonds des startups. On va y revenir, oui. Voilà, qui prend le risque et qui se dit on doit le faire avec de l'argent public parce que c'est nécessaire et qu'on doit calculer, faire ce qu'il faut pour réguler et pour s'assurer que les investissements qu'on met sont des investissements stratégiques pour le pays et que ce sont des investissements sur lesquels on peut être leader, par exemple, comme dans certains pays où, avec la transition énergétique, surtout dans notre pays qui devrait être, qui est en route justement d'être un leader. Oui. Et donc l'État a cette capacité, voire cette obligation d'accompagner et d'être derrière ces innovateurs qui sont nous, hein, les entrepreneurs qui sont là, qui prennent le risque et qui leur permet de faire des innovations qui peuvent être intéressantes sur le long terme. Maintenant, l'aspect négatif y est, hein, et l'exemple de Uber et tout ce qui s'est passé qui a fait du mal à plusieurs industries, hein, et aussi noter d'autres startups comme Airbnb sur l'hôtellerie, etc., qui a fait que ubériser un petit peu les choses ou rendre l'idée de plateforme avec un service provider et un client, ça rend certaines choses difficiles. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça pousse à trouver des solutions communes. Parce que si parfois l'État qui trouve que les choses deviennent de plus en plus, sortent un petit peu, deviennent plus sous contrôle, parfois certaines mesures peuvent tuer ou peuvent faire que certains marchés ne puissent plus être intéressants. Et ça, c'est pas bien. Par contre, échanger avec les acteurs privés et leur permettre de proposer et de trouver des solutions communes reste, à mon avis, la meilleure option qui puisse exister pour permettre à ces innovateurs, parce que si on les inhibe assez souvent, ils ne vont plus vouloir rester là et ils vont partir. Et comme plein d'autres pays, hein, notamment dans l'Union européenne, où la régulation parfois devient contraignante pour un grand nombre d'entreprises, surtout quand ça parle par exemple de data et donc d'IA. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir cette collaboration entre le privé et l'État ou le régulateur pour pouvoir les pousser toujours à innover, parce que très généralement, et la majorité écrasante des innovations sont venues ou bien des privés qui prennent des risques, ou bien des programmes de l'État. Il faut se rappeler, Internet a été aussi dans les laboratoires d'un ministère américain. Donc, une grosse partie de ces innovations qui peuvent émaner de l'État ne sont pas à oublier, ne sont pas à ignorer. Et Mariana Muscato le précise d'une manière très très brillante dans le livre The Entrepreneurial State. Merci Rami Zemouchi pour ce développement. Docteur Chentouf, j'ai envie de vous poser la même question avant d'aller vers un autre sujet. Est-ce que vous pensez que l'État, tout simplement, est le premier des entrepreneurs ? Oui, je confirme tout ce qui a été dit. En fait, d'un point de vue purement économique, si on parle de l'économie de marché, avoir sur le marché le secteur privé et le secteur public, donc l'État comme entrepreneur sur le marché ou investisseur, n'est pas incompatible pour des raisons qu'on connaît tous. Par exemple, si on commence à citer quelques raisons qu'on connaît, ça peut relever de la souveraineté nationale, des domaines où il y a une présence de l'État,
l'État, on peut parler du secteur des services publics. L'État peut investir dans des secteurs qui sont reliés directement aux services publics. Mais il y a un phénomène qu'on voit récemment où l'État investit, est présent comme un co-investisseur dans l'écosystème des startups, c'est-à-dire dans tous les domaines qui relèvent du numérique, digital et de phénomènes des startups. Le choix est basé, bien entendu, sur tout ce qui relève de la stratégie, parce qu'il y a une stratégie au niveau macroéconomique définie par l'État de façon très claire et très transparente, où on choisit les projets où on peut avoir une implication, c'est-à-dire on parle d'investissement ou d'utilisation des finances publiques, un investissement de la part de l'État, ayant comme premier objectif d'aider les startups à partir, à démarrer, et le deuxième objectif aussi d'être présent dans cette dynamique nouvelle qui façonne l'économie mondiale. Parce que, comme vous le savez, la compétition internationale aujourd'hui entre les plus puissants du monde se fait autour du numérique, du digital. Exactement. Et aussi du phénomène des startups. Donc la présence de l'État, au-delà de la régulation qui est son premier métier, utiliser ce mot, est quand même, je peux dire, obligatoire ou nécessaire pour une dynamique économique propice. Je reste avec vous, docteur Chentouf, justement à l'aune de ce développement. Comment mettre en place une économie de l'entrepreneuriat au niveau institutionnel et faire que ce qui est au départ qu'une économie de niche devienne avec le temps une industrie avec une chaîne de valeur et des process? Merci pour votre question. C'est une question très pertinente parce que quand on parle d'investissement ou d'entrepreneuriat, on l'a évoqué auparavant, le premier élément qu'on doit prendre en considération, c'est l'élément risque. Donc, il y a plusieurs types de risques. Il y a les risques qu'on peut maîtriser, les risques qu'on ne peut pas maîtriser. Tous les risques qui sont reliés à l'économie, au marché, on ne peut pas les maîtriser parce qu'on ne peut pas, rappelez-vous, la crise du Covid-19, on ne pouvait pas avoir une anticipation pour ce type de crise. Mais il y a des risques qu'on peut maîtriser et qu'on peut rationaliser. Je parle de tout ce qui est réglementaire et tout ce qui relève de la réglementation, de la régulation. Donc, dans ce domaine-là, il est important, du côté du policymaker ou des autorités publiques, de veiller à proposer une réglementation qui est transparente et claire, une réglementation qui est stable, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir une fluctuation des règles pour donner cette sécurité aux investisseurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Je pense aussi à la politique fiscale, pouvoir proposer une fiscalité avantageuse de façon à inciter les jeunes ou les moins jeunes aussi à rentrer dans ce monde des startups. La réglementation aussi sur le marché de travail, parce qu'on avait parlé de l'impact de l'intelligence artificielle sur les gains de productivité. Je confirme, l'intelligence artificielle aujourd'hui nous permet de gagner en termes de productivité, mais quand on parle de start-up et de marché de la main-d'œuvre, en Algérie ou ailleurs, il est important de prendre en considération l'aspect de la productivité. Donc, l'autorité publique peut apporter son soutien en termes de régulation sur le marché de l'emploi pour aider les start-up à avoir une longue vie sur le marché et éviter le problème que vous avez évoqué auparavant, c'est-à-dire la précarité aussi de l'emploi. Donner une réglementation qui peut protéger les deux parties de l'équation. Merci, docteur Chentouf. Je reviens vers vous, Taoufir. Entreprendre rime souvent avec innovation, et ce, dans tous les domaines. Mais la technologie, docteur Chentouf vient de le dire, le numérique et le digital restent les premiers réceptacles de l'entrepreneuriat. Nous allons en parler après une courte pause. Restez avec nous, le débat continue dans les pros de l'écho. De retour sur le plateau des pros de l'écho. Madame, monsieur, si vous venez de nous rejoindre, bonsoir. Nous parlons entrepreneuriat ce soir à l'occasion de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, y compris en Algérie. Taoufir Bougataya, juste avant la pause, je disais qu'entreprendre rimait souvent avec innovation, et ce dans tous les domaines.
Mais la technologie, le numérique et le digital restent les premiers réceptacles en matière d'entrepreneuriat. Pourquoi ces trois domaines sont-ils devenus aussi impactants dans la vie des entrepreneurs, mais également des entreprises? Faut-il absolument les placer en tête des priorités pour le développement économique futur d'un pays comme l'Algérie, par exemple? Tout à fait. En fait, technologie numérique et digitale, c'est pour moi un seul domaine en général. Il y a des technologies qui ne sont pas numériques, mais oui, tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. On verra ça avec Ramiz Mouchi après. D'accord. Mais tout ça, c'est des domaines qui sont assez liés. Je pense que c'est par ce biais-là qu'on peut aller chercher les plus grosses marges de progression et qu'on peut aller chercher des réelles différences. Pardon. Ouais. En rentrant dans une entreprise, en auditant un peu par la technologie, par des formations dans la technologie, en apport technologique ou en apport de logiciels, on peut aller chercher des vrais gaps de progression en termes de productivité, en termes d'innovation, en termes de services, en termes de qualité de vie et en termes de qualité du travail. Donc, je pense que c'est forcément là qu'on va chercher les plus grosses marges de progression, mais je pense aussi que c'est là que un État comme l'Algérie peut aller chercher sa souveraineté numérique, peut aller chercher des techniques qui sont des technologies qui peuvent être des réels game changers pour se positionner enfin demain dans le paysage du numérique mondial. Il y a des pays qui se positionnent dans le paysage du numérique mondial du jour au lendemain par une technologie de rupture, par une invention, par un entrepreneur ou quelques-uns. Et puis, il ne faut pas oublier que on a le pays qui est le plus gros exemple, je dirais même les deux pays qui sont les deux plus gros exemples, qui sont parmi les plus grosses économies mondiales, sont les États-Unis et la Chine. Oui. S'il n'y a pas de hasard, si c'est sur ces domaines-là qu'elles misent le plus. Très bien, Ramiz Mouchi, même question, certaines entreprises, certaines start-up ont une cotation boursière qui dépasse parfois le PIB d'un État. Elles sont dans le technologique, dans le numérique ou dans le digital. Est-ce que vous pensez que ces trois domaines doivent absolument être placés en tête des priorités de développement économique futur pour un pays comme l'Algérie, par exemple? Oh oui, sans doute. La technologie, c'est quand même. Pourquoi ces entreprises-là ont été, sont très très valorisées. L'idée du digital et du numérique, c'est que la croissance peut être extrêmement élevée et Exponentielle. extrêmement exponentielle. Oui. Pourquoi? Parce que via des outils technologiques, donc digitaux, on a accès à un très très grand nombre de personnes dans le monde, donc un marché énorme, et pour autant dépenser beaucoup pour y arriver. L'exemple classique avec les Uber, les Airbnb, etc., c'est que more users, mais pratiquement les dépenses pour les serveurs et l'infrastructure n'est pas aussi énorme. Je me permets de vous interrompre, Ramiz Mouchi. Est-ce que tout simplement la valeur ajoutée de ces trois secteurs ne serait pas justement cette faculté à pouvoir transcender les frontières? Ah bah, totalement, totalement. D'ailleurs, quand c'est en ligne, et d'ailleurs, c'est là Oui. la source des big data, c'est quand ça peut atteindre littéralement n'importe qui, hein. Il y a des gens dans le monde entier, que ce soit en Australie, en Amérique latine ou en Europe du Nord, qui possèdent les mêmes téléphones que nous et qui possèdent les mêmes applications pratiquement que nous, hein. Et ça a permis à ces entreprises-là de devenir tellement gros que maintenant, elles représentent un peu un danger. C'est comme autrefois les banques avec le too big to fail. Maintenant, they Oui, are too oui. big to fail, pas forcément to fail, mais il y a même des pays qui ont des ambassadeurs auprès des GAFAM, hein, notamment le Danemark. Et pour revenir aux technologies, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu les exemples, comme a été mentionné par Théophile. La Chine, qui au début s'est intéressée via BYD de faire Oui. les batteries pour les voitures électriques, puis ils se sont dit, mais pourquoi pas ne pas investir dans cela et de faire carrément toutes les voitures électriques. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et donc, grâce à cette technologie qu'ils ont possédée, via le fait de pouvoir créer les batteries, ensuite pouvoir créer les semi-conducteurs et avoir toute la chaîne de valeur, donc c'est l'ensemble de technologies nécessaires pour construire des produits utilisables totalement tous les jours et par tout le monde, dans le monde entier, ça a permis un boom phénoménal. Et tout ça, c'était grâce à des technologies et avoir ces technologies-là. Évidemment, les avoir, ça veut dire d'un côté de brevets, etc. Ensuite,
chronologiquement aussi de pouvoir les construire et de faire ce qu'il est nécessaire pour y arriver. Donc les ressources humaines, les ressources financières et les investissements nécessaires. Et donc pour finir un petit peu, c'est que l'IA, ce qu'elle permet actuellement justement, c'est de pouvoir être partout, littéralement dans tous les domaines et de presque n'importe... Il n'y a aucun domaine pour l'instant qui puisse échapper à l'intelligence artificielle. Pas de restrictions. Par cet axe-là. Voilà, et ça, c'est le catalyseur cross-secteur, comme j'aime dire, ou cross-sector, qui fait que ça deviendra encore plus facile d'avoir une croissance, comme j'ai dit au début de cette émission, et d'où l'intérêt qui doit être porté par un pays comme le nôtre, qui fait que on a peut-être commencé il y a quelques années, ou un peu avant, mais l'idée qu'on peut faire un leapfrog, c'est-à-dire qu'on peut accélérer cette transition et avoir, grâce à tous les talents que nous possédons en Algérie et en dehors aussi de nos frontières, de pouvoir utiliser toutes les capacités financières évidemment qui existent dans le pays, mais surtout les capacités humaines pour développer dans ces secteurs-là, pour offrir les meilleurs services pour les Algériens et pour aller dans le monde entier, évidemment, parce que c'est le but, et surtout pour assurer aussi la souveraineté numérique de l'Algérie et de ne pas faire les mêmes erreurs qui ont été faites, par exemple, par l'Union européenne, de dépendre des technologies américaines, et qu'on pourrait avoir un modèle qui pourrait être plus intéressant, vu qu'il n'est presque pas totalement trop tard. Merci Ramiz Mouchi. Docteur Chentouf, les pratiques justement managériales qui émanent justement du monde de l'entrepreneuriat et de la start-up intègrent aujourd'hui les institutions gouvernementales à l'image de ce qui se passe aux États-Unis et l'intégration d'un entrepreneur, peut-être le plus célèbre actuellement, pour ne pas le citer, il intégrera le prochain cabinet des États-Unis, le cabinet Donald Trump, pour être chargé de l'efficacité justement du gouvernement. Comment expliquer ce phénomène aujourd'hui? Est-ce que demain, des gouvernements seront amenés à être gérés à la façon entrepreneuriale, à la façon start-up? Oui, cette question, en fait, ce scénario qu'on est en train de voir aux États-Unis pose la question de l'efficience, pas l'efficacité. L'efficience, pardon, oui. L'efficience financière des gouvernements. Gérer un gouvernement ou gérer un État, pour nous économistes, on parle toujours d'une gestion d'une entreprise. Donc il y a une obligation de résultat et une obligation aussi d'une gestion financière efficiente. Donc on voit avec cette tendance qui se confirme aux États-Unis que le milieu des startups et tout ce qui relève du numérique, du digital, de la technologie a un pouvoir important. Et aujourd'hui, on parle d'un pouvoir décisionnel, c'est-à-dire qu'il y a une connaissance du terrain, une connaissance du monde économique, une connaissance du monde de l'investissement et du marché financier qu'on veut mettre au service du gouvernement, au service de l'autorité publique pour être un peu plus efficace. Et vous savez autant que moi, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, le discours concernant la dette publique est un discours récurrent, c'est-à-dire on essaye toujours d'expliquer aux citoyens et aussi aux autorités publiques qu'il est important de rentrer dans une phase nouvelle d'efficience financière et peut-être ça peut être une possibilité. On va voir si ça peut, à la fin, si ça a été efficace ou pas. Mais cet exemple nous permet de confirmer encore une fois l'importance de ce secteur dans l'économie mondiale. On ne parle pas uniquement de l'Algérie, de l'Europe ou de notre pays, ou un autre continent, mais l'importance de ce secteur est globale et mondiale. Au jour d'aujourd'hui, la course est partie. Enfin, je veux dire, il y a une compétition très rude entre les différents pays industrialisés sur la scène internationale. Il est important de partir aujourd'hui dans le cas de l'Algérie, de se confirmer peut-être comme un pôle numérique au niveau continental, en Afrique, donner l'exemple et cueillir les fruits de la croissance et de la prospérité économique à travers ce secteur. Très bien, docteur Chentouf. Et l'innovation est au cœur de l'entrepreneuriat. L'Algérie semble avoir bien compris cette préoccupation et tente d'organiser l'innovation depuis la base, c'est-à-dire en amont à travers la réorganisation de l'université, en aval à travers l'encadrement de l'entrepreneuriat par des mesures incitatives à l'image du statut auto-entrepreneur. Dans une allocution prononcée
À l'occasion de la Semaine mondiale de l'innovation en Algérie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a souligné que parmi les premiers résultats, après une courte période d'expérimentation, plus de 2000 entreprises ont obtenu le label Start-up sur un total de 8000 start-up enregistrées. Comment analyser l'expérience algérienne encore balbutiante en la matière? Je vous propose d'écouter un extrait de la déclaration du président algérien Abdelmadjid Tebboune. ولقد عززنا المكاسب المحققة في هذا المجال بإنشاء أول صندوق عمومي خاص بالمؤسسات الناشئة. Nous avons soutenu les acquis enregistrés dans ce domaine par la création du premier fonds destiné au financement des startups, qui est le premier mécanisme du genre sur le continent africain. Il constitue un soutien public permanent pour tous les projets prometteurs, qui reflètent notre vision basée sur la valorisation des compétences locales et l'encouragement de l'investissement dans le secteur privé, par le biais d'incitations considérables et inédites. Et nous avons entrepris, comme le montrent les statistiques, des réformes globales dans les secteurs des PME, en adoptant une nouvelle stratégie pour s'éloigner progressivement de l'esprit de la rente, qui a prouvé son échec par le passé, et ce à travers la réorganisation des organismes de l'État chargés du financement des PME, et en mettant le curseur sur l'accompagnement des porteurs de projets, notamment de la part des universités et des instituts de formation, qui contribuent à la promotion de l'entrepreneuriat, de par la diversification des formes de subventions, pour que celle-ci ne soit pas restreinte à l'aspect financier uniquement. Voilà donc, c'était un extrait de l'allocution de Monsieur le Président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat en Algérie. Une allocution lue, on s'en empare, l'ex-ministre du secteur, Monsieur Yassine Ouelid. Taoufik Bouguettaya, comment analyser justement cette expérience algérienne encore balbutiante en matière d'entrepreneuriat et de start-up à l'aune des défis économiques que s'est fixé le pays, y compris pour les entrepreneurs algériens parmi la communauté nationale à l'étranger dont vous êtes membre? Exactement. Moi, l'analyse que j'en fais, c'est qu'elle part d'un potentiel énorme qui a été inexploité. Potentiel énorme inexploité, pourquoi? Parce que nous avons une jeunesse qui a une excellente éducation, oui, beaucoup d'envie, qui est dans un contexte économique dans lequel ils ont envie de s'émanciper, et il leur fallait plus qu'une législation et des facilités administratives qui puissent leur permettre d'exercer toute leur fougue et toute leur envie et tout ce qu'ils connaissent du monde des startups, ou ceux qu'ils ne connaissent pas et ceux qu'ils ont envie d'apprendre. Donc c'est pour ça qu'on a eu tout de suite énormément de startups qui se sont montées. L'Algérien, par définition, est quelqu'un d'assez fougueux, qui a envie d'entreprendre. Donc ça s'est reflété sur ces chiffres. Et en ce qui concerne cette législation, l'Agence nationale des auto-entrepreneurs, ça a été pour moi un succès, puisque on est passé d'une administration qui n'existait pas, ou bien d'un statut qui n'existait pas, à une administration performante dès le départ. On est aujourd'hui à même de dire qu'une personne qui veut sa carte d'auto-entrepreneur l'obtient en 3 jours. Oui. Donc, pour un pays africain que nous sommes arrivés à un niveau d'efficience de l'administration sur le sujet de l'ANAE, en tout cas, très performant. Voilà. Très bien, merci Taoufik Bouguettaya. Rami Zemouchi, même question. Le gouvernement algérien a travaillé d'arrache-pied pour créer un écosystème propice à l'essor de l'entrepreneuriat et à la croissance des startups à travers l'adoption, Taoufik Bouguettaya vient de le dire, de mesures incitatives et la simplification des procédures administratives, tout en favorisant le climat des affaires, un climat des affaires devenu attractif et transparent. Quelle est selon vous la prochaine étape qui permettra justement de capitaliser ces acquis? Alors, très très bonne question, je te remercie encore une fois. Alors, il faut noter que, voilà, si je parle d'un vécu, parce que depuis le début, enfin, il faut se rappeler que ce ministère n'existait que depuis presque 5 ans, c'était avant un ministère délégué. J'ai eu la chance de conseiller des start-upers, de voir des entreprises, d'être totalement pour voir un petit peu comment ça se passait et quels sont les défis, quelles sont les choses qui ont été améliorées. Je suis ravi de Alors, M. Zemouchi, est-ce que vous êtes avec nous? L'envie de se lancer, sur l'envie de...
Ah oui, oui, ok. Oui, donc comme je vous ai dit, ça fait presque 5 ans que ça a été lancé et que j'ai eu la chance de voir un petit peu les entrepreneurs et de les aider et de voir un petit peu comment ça se passe. Et que une grande partie de ces entrepreneurs-là ont été motivés pour faire cela. Vous avez parlé de plus de 2000 startups, ce qui est un excellent chiffre, et que les gens maintenant connaissent un peu mieux et sont sensibilisés, et la culture de la startup commence à être vraiment innée dans notre société. Maintenant, ce qui est plus important, c'est de commencer à avoir des résultats. 5 ans, ça reste court dans un process pareil, mais une bonne partie des startupeurs, normalement, en voyant un petit peu l'écosystème, on remarque qu'il y a des difficultés, il y a des challenges, notamment par des startups qui ont été financées ou pas, ou des entrepreneurs qui ont peut-être adapté ou été lean, comme on aime le dire. La prochaine étape serait de s'assurer que ces entrepreneurs-là le bon accompagnement, s'intéressent aux sujets les plus importants pour l'Algérie et stratégiquement de la part de la vision d'Algérie ou ce qu'on veut faire. C'est très important de focaliser et d'aller à l'international, notamment de voir l'Afrique, de voir la région du MENA et de s'assurer que ces entrepreneurs-là pourront faire ce qui est nécessaire et pourraient avoir le soutien nécessaire en termes de formation, en termes de financement, en termes d'aide, notamment sur les régulations, qui restent un frein assez clair, notamment dans des sujets comme la finance, comme les healthcare, le health tech. Donc ces défis-là sont on voit tout le temps qu'il y a des améliorations sur certains sujets, il y a toujours des choses à améliorer, toujours des retours à faire. Et je crois que ce qui est nécessaire maintenant, c'est de pouvoir dialoguer avec les régulateurs, de pouvoir dialoguer avec les législateurs pour pouvoir faire en sorte. Donc, Alam Zemouchi, une marge tous les jours, une marge de progression qui reste importante et encourageante selon vous. Totalement. Et que ce qui viendra est encore plus challengeant parce que c'est là où on va voir les résultats. On va peut-être avoir des exits, des success stories qui vont naître du fonds ASF, Algerian Startup Fund, qui a commencé quand même à avoir un peu plus de 100 portefeuilles dans son portefeuille. Donc, il faut dire que on fait des efforts. Il y a une amélioration. Il y a des choses qui sont faites, mais les défis sont toujours important et il y a beaucoup à faire notamment dans le futur proche et pour le long terme. Très bien. Docteur Chentouf, beaucoup d'experts justement avancent l'idée selon laquelle le meilleur allié de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneur est avant tout le marché, un marché libre et sans entrave, que l'État se contente tout simplement de réguler sans intervention directe, car ce qui l'intéresse avant tout, c'est la création de valeur, de richesse et d'emploi. Partagez-vous cette idée et qu'en pensez-vous ? En matière de régulation, moi je ne suis pas dans cette mouvance de laisser faire. Enfin, on connaît, nous autres économistes, et je pense que vous le savez vous aussi, la théorie d'Adam Smith qui parlait de la main invisible qui régulait le marché. Je pense que pour une efficience aussi bien pour le secteur privé que le policy maker, c'est-à-dire l'autorité publique, il est important de proposer une régulation, d'accompagner en fait. Il faut avoir une rencontre intelligente et efficiente entre l'évolution numérique et la régulation. Il faut mettre la régulation au service de l'investissement, au service de l'entrepreneuriat et il faut proposer une réglementation qui peut aider les jeunes et moins jeunes, encore une fois, de développer leur entreprise et de lancer leur start-up. Dans ce cas, à ce sujet, il y a un exemple très formateur, très intéressant sur lequel nous, on a travaillé plusieurs années, qui est celui de Singapour. Singapour avait décidé à un moment donné, autant qu'autorité publique, d'être un pôle numérique dans la région. L'État a proposé une régulation et une réglementation très efficiente pour accompagner les startups domestiques et aussi pour être attractif pour les startups sur la scène internationale. Au jour d'aujourd'hui, on cite Singapour après 20 ans d'investissement et de régulation, d'efforts de la part du secteur public et du secteur privé. On cite Singapour comme un exemple dans les politiques d'accompagnement des startups. Je voudrais
voudrais juste finir en rajoutant un élément qui me semble très important. On a tendance à parler de l'écosystème de start-up dans sa globalité et on a l'impression qu'il est détaché de la stratégie macroéconomique ou la stratégie de l'État. Il faut comprendre que l'écosystème des start-up doit faire partie de la stratégie au niveau macroéconomique, c'est-à-dire il y a des priorités stratégiques qui sont définies par l'État et ce écosystème doit rentrer dans ce parcours stratégique pour atteindre des objectifs communs, aussi bien au secteur privé qu'aux législateurs, aux autorités publiques. Très bien, Dr Chentouf. Alors, je le disais tantôt lors de ma présentation, l'Algérie accueille dans quelques jours l'édition 2024 du sommet africain des startups. L'engouement continental est à son comble. 500 startups, 50 pays, 200 experts ou encore 100 investisseurs et 25 000 visiteurs sont attendus à Alger le 5 décembre prochain. Tawfir Bouguettaya, très rapidement, 30 secondes, quels sont selon vous peut-être les principaux atouts de l'écosystème africain des startups ? Tout simplement, c'est que sur bon nombre de marchés, on est sur des marchés sur lesquels les besoins n'ont pas été comblés. Oui. Donc on arrive très facilement à pénétrer. Donc c'est un marché d'opportunité. C'est un marché d'opportunité pour le peu que la régulation le permette. Oui. Si la régulation le permet, on peut répondre à des besoins de consommateurs, de populations, d'entreprises, pour le peu que les gouvernements fassent l'effort de mettre en place les dispositifs. Est-ce que c'est aujourd'hui un écosystème de start-up qui intéresse la diaspora algérienne à l'étranger, selon vous ? Tout à fait. Tout à fait. Pour avoir fait un tour en Afrique de l'Est, je peux vous dire qu'il y a également des fortes populations, des pays qui sont en forte expansion, comme j'avais déjà cité lors d'une de nos discussions, oui. L'Éthiopie, qui ont dépassé le Maroc même en termes de PIB, oui. Et fortement grâce à leur écosystème start-up et les entrepreneurs qui sont venus de l'étranger. C'est quelque chose qu'on peut reproduire également ici et l'Algérie peut être un hub africain vu la qualité de la formation, la qualité de l'IDH, de sa population, des infrastructures et l'accès facile vers l'Afrique. Très bien, l'Algérie, hub africain, pourquoi pas dans les prochaines années des startups en Afrique, ce sera le mot de la fin de cette émission. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi. Je rappelle nos invités, nos experts, Tawfir Bouguettaya, entrepreneur, fondateur du réseau algérien Raise, Alami Zamouchi, conseiller en start-up, ingénieur et entrepreneur, était avec nous depuis Constantine. Dr Leila Chentouf, docteur en économie, enseignante à la Swiss School of Management. Merci à vous pour vos éclairages et à la semaine prochaine.